Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dernière partie d'Europe 1 Soir avec Alexandre Malafaye et Raphaël Steinville. Écoutez Emmanuel Macron. Hier soir, lors de son adresse aux Français, il a dénoncé l'ingérence de Moscou dans les affaires de la France et de nos voisins européens. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Réaction chez CNews, chez Pascal Praud, ce matin, de l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. J'ai trouvé le discours du président de la République excessivement inquiétant, excessivement anxiogène. On ne peut pas se permettre d'avoir un discours qui devienne un discours belliqueux. On doit tout de même avoir en tête que les Russes, dont on disait qu'en 3 jours, ils seraient en capacité d'arriver à Kiev, ont été incapables de faire tomber l'armée ukrainienne, qui était une armée sans équipement et peu entraînée. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que la Russie menaçait nos frontières ? Enfin, très franchement, quel serait l'intérêt des Russes d'aller vers l'Occident? Que les Russes se préoccupent éventuellement des pays baltes ou des volontés hégémoniques sur d'anciens espaces, la Moldavie, etc. On peut l'entendre. Mais de là à considérer que nous sommes nous-mêmes menacés, c'est autre chose. Qui a tort, qui a raison, Raphaël Steinville? Ce qui est certain, c'est que la menace russe, elle existe. La dramatisation qu'en fait Emmanuel Macron, elle est probablement très théâtrale, probablement très politique, et d'une certaine manière, ça fonctionne. Les Français ont peur. Moi, je vous donne. C'était censé rassurer les Français. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je reviens chez moi hier soir. Professionnellement, j'étais contraint d'écouter le président. Et l'un de mes enfants, qui a 9 ans, écoute le président, entend son ton dramatique, entend parler de guerre, il se met à pleurer. Je pense que l'effet. Il s'est mis à pleurer, votre fils ? Non, mais la manière dont le président a installé une tension a provoqué cet effet. Votre enfant pensait qu'on était en guerre. Oui, mais on peut le comprendre. On peut le comprendre. On a l'impression que les Russes sont quasiment aux portes de Paris. À entendre le président, les attaques sont déjà bien réelles et menaceraient la France dans son intégrité presque demain. Donc on peut comprendre qu'un certain nombre de personnes réagissent comme ça et se disent et adhèrent finalement au discours du président. Et c'est l'effet recherché de la même manière qu'il avait employé cette méthode pendant la crise du Covid. Il réemploie les mêmes artifices et d'une certaine manière, c'est là où c'est tellement piégeux. C'est que critiquer la position du président, c'est presque jouer contre son camp, jouer contre la France. Bien évidemment qu'il faut se réarmer, mais c'est pas seulement parce que il y a une menace russe lointaine ou pas lointaine. Mais en fait, je pense qu'on en parle parce que il y a l'épisode Trump. L'épisode Trump, il y a eu ce qui s'est passé à la Maison Blanche vendredi dernier. Alexandre Malafaye. Oui. Et les constats qu'on a entendus, l'extrait que vous avez passé du président, ces constats-là, ils n'ont rien apporté de nouveau. C'était ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était même ça avant que la guerre en Ukraine. On l'a pas oublié. Non mais attendez, on oublie. Est-ce que c'était pas une façon de dire Non, si on vous refait la séquence des 3 dernières années, les discours belliqueux, les mises en garde, la montée en pression de l'anti-Russie, de l'anti-Poutine, etc. Enfin, les débats sur une longueur de temps là-dessus. Pardon, on n'a pas perdu de vue qu'il y avait une menace qui était peut-être pas à nos portes, mais qui était là. Donc, et puis ces constats-là, sur un plan technique et militaire, ils sont parfaitement faits. Il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste que c'est mis dans une forme théâtrale. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a une incohérence de temporalité. C'est-à-dire que cette espèce d'intensité du discours maintenant, ça ne sert à rien. D'abord parce qu'il aurait fallu le faire vraiment il y a 3 ans avec les mêmes mots et avec des vraies décisions, ou alors il faut le faire dans 3 ou 4 ans quand on aura vu les effets du cessez-le-feu, parce que cessez-le-feu il y aura. Enfin, on peut imaginer que Donald Trump va faire un deal, parce qu'on peut imaginer qu'il a déjà parlé à Poutine et qu'ils savent globalement ce sur quoi ils vont réussir à s'entendre les uns et les autres en tordant le bras des Ukrainiens et en faisant le deal avec les Russes. Donc une fois qu'on aura cette situation qui va profiter à tout le monde, les Russes sont à bout de souffle, les Européens sont pas en état de se défendre et les Américains veulent se retirer.
fait. Donc on va prendre du temps. Après, que le meilleur qui réussira à se préparer sera en mesure, le cas échéant, de dicter sa loi la prochaine fois. Donc on a 3, 4, 5 ans pour se préparer. Et pendant ces 5 ans, on fait quoi? On continue à être belliqueux avec les Russes? Ou est-ce qu'on se met à avoir une position astucieuse de rétablissement d'un dialogue pour éviter, comme à la fin, de se foutre sur la gueule, pardonnez-moi pour l'expression, parce que c'est pas le but. L'art de la paix ou l'art de la guerre, c'est pas de faire la guerre, c'est d'essayer de pas la gagner en envoyant des chars ou des missiles nucléaires. Donc très sincèrement, cette stratégie-là, cette temporalité-là du discours, je ne la comprends pas. Vous vouliez rajouter quelque chose, Raphaël? Oui, mais j'entendais il y a quelques minutes François Ruffin réagir et il disait il était abasourdi parce que le match réel, la vérité, il se joue entre les États-Unis et la Russie. Certes, Emmanuel Macron fait un grand théâtre. Ça s'est passé à la télévision hier soir, ça se passe à Bruxelles aujourd'hui, mais on parle de paix. La paix, elle est en train de se faire entre les Russes et les Américains, sur le dos peut-être des Ukrainiens, mais elle est en train de se sceller. Et nous, on essaye d'apparaître dans le jeu, mais finalement à contre-temps de tout ce qui se passe. Et je voudrais rajouter que quand même, parce qu'il y a quelque chose qui me fascine depuis toutes ces années où on a voulu remplacer la force par la morale, les valeurs, les principes, en oubliant tout le reste. Aujourd'hui, on a ce qu'on mérite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jeu. Pardon, mais la morale, ça suffit pas. Les valeurs, ça suffit pas. C'est comme aujourd'hui, on met des barrières avec des textes, des règlements dans le domaine industriel. Alors, ça tue notre industrie, ça empêche un peu les autres de rentrer, mais ça fait pas de nous un continent européen industriel. C'est-à-dire, on est en train toujours de se gaver de mots. Ça, le jour où on aura compris qu'il faut, derrière les mots, qu'il faut des actes et être capable d'avoir véritablement... c'est pourtant vieux comme le monde, ce que vous dites. Oui, sauf qu'on l'a perdu de vue parce qu'on a fait une espèce de fuite en avant sur tellement de sujets qu'aujourd'hui, on découvre on a retiré la mer, on retrouve qu'on est tout nu. Oui, on est tout nu, on n'a pas les moyens de se défendre. Donc il faut profiter de cette séquence pour véritablement, j'entendais l'expression refaire du muscle, oui, il faut refaire du muscle, il va falloir, mais là pour le coup, il ne faut pas faire semblant. C'était une question abordée dès le début de la guerre en Ukraine. Je me souviens des chefs d'état-major qui nous disaient tous, en cas de conflit de haute intensité, on tient une dizaine de jours. Oui, voilà. Mais Pierre de Villeneuve, elle est où l'économie de guerre? On l'a décrété il y a 3 ans. On fait semblant de faire la guerre. Je sais, mais est-ce qu'on aurait dû, ce que vous dites, c'est qu'en 2022, lorsqu'il y a eu le début de la guerre en Ukraine, est-ce qu'on aurait dû passer en économie de guerre? Mais ce qu'ont fait les Russes, ce qu'ont fait les Polonais. Bien sûr qu'il aurait fallu le faire. Mais en plus, à ce moment-là, Emmanuel Macron avait encore un début de majorité, ou encore une fin de majorité à l'Assemblée nationale. On n'avait pas encore fini passer dans le deuxième quinquennat. On aurait pu imaginer une mobilisation de moyens et puis après prendre des décisions et essayer de les tenir. Mais ce que vous dites est crucial. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un timing politique favorable et ça aurait été pas un élément positif électoral pour Emmanuel Macron de dire vous savez quoi, on va passer dans une économie de guerre. Il n'aurait jamais été réélu. Il aurait peut-être été élu s'il avait su présenter ça aux Français astucieusement et en faisant un plan stratégique qui allait bien au-delà de la confrontation militaire. Merci mon cher Alexandre et merci à vous Raphaël.